Moi, je vais vous parler des avancées en échographie et notamment ce que l'échographie devient, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout une modalité, un paramètre, l'échogénicité, mais on peut regarder énormément de choses en prenant bien sûr comme exemple l'échographie en hépatologie. Donc, merci à Toshiba d'avoir organisé ce symposium. Pendant des années, on est resté assez classique en échographie. On a commencé par un mode B tout simple, puis est arrivé le Doppler, Doppler pulsé, Doppler couleur, plus récemment l'échographie de contraste. Mais moi, je vais vous parler des nouveaux modes. Alors le SMI, qui est en fait une imagerie de la microvascularisation, plus sensible que le Doppler couleur. On va parler un petit peu d'élasticité, mais on va aller un peu plus loin que l'élasticité classique. Je vais vous parler de dispersion et enfin de la mesure d'atténuation qui permet la quantification de la stéatose. Alors l'imagerie microvasculaire, c'est ça, c'est-à-dire quand vous voyez ici en échographie normale, et puis on passe en SMI et vous allez voir tout de suite une sensibilité accrue dans la détection des flux. Pour autant, c'est une technologie Doppler, mais si on regarde la technologie Doppler couleur faite habituellement, en fait, on a des filtres qui vont rendre beaucoup plus difficile la détection des vaisseaux. Et donc là, on applique un filtre qui est moins sélectif, et en augmentant la cadence image, on arrive à avoir une information vraiment en flux qui est extrêmement importante. Alors voici un exemple ici. Vous voyez une lésion qui est peu différente de celle du foie. Il s'agit d'une hyperplasie nodulaire focale typique. Je voudrais que vous regardiez l'image de droite parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a fait une échographie de contraste à un moment donné en phase artérielle, tellement on met bien en évidence la disposition de l'artère centrale radiaire. Un autre exemple ici d'un patient qui a un cavernome porte. Vous pouvez le voir ici sur les séquences en IRM injectées avec ce cavernome qui se prolonge autour de la vésicule biliaire et apparaissent deux petits nodules. Alors, on n'est pas très inquiet parce qu'il n'y a pas de maladie hépatique. Néanmoins, il faut les caractériser. Plus c'est petit, plus c'est difficile en IRM. Non pas de les détecter, mais de les caractériser. Et on voit ici sur cette séquence multi-artérielle qu'ils sont bien homogènes, de petite taille, qu'il n'y a pas de lavage. On a même fait des séquences plus tardives, voire hépatospécifiques. Et finalement, le diagnostic est probablement d'hyperplasie nodulaire focale, toutefois sans pouvoir les caractériser précisément. Et donc c'est dans ces petites lésions où en général l'apport de l'échographie et du mode contraste est importante. Mais on a probablement maintenant une solution qui est un petit peu intermédiaire. Alors voici ce nodule-là qui est visible en échographie. Tiens, la vidéo ne part pas, c'est dommage. Ah si, elle part. Vous voyez qu'on a des petits spots artériels de part et d'autre, mais en aucun cas un signal central radiaire, donc pas d'éléments de caractéristique. Et maintenant, on applique l'imagerie microvasculaire. Vous voyez, la lésion est ici, et regardez comment elle se remplit. Regardez le degré de vascularisation qu'il y a à l'intérieur. Et on est dans une toute petite lésion. Donc, indiscutablement, il y a une sensibilité accrue. C'est très facile à faire. Donc, ça doit faire partie maintenant des modes Doppler que vous avez sur la machine, et notamment quand vous êtes en recherche de sensibilité. Je vous conseille de l'utiliser. Et dans certains cas, on pourra éventuellement ne pas faire d'injection, car on aura glané les informations qui nous intéressaient. Deuxième sujet, l'élastographie. L'élastographie en hépatologie, vous savez que c'est un sujet extrêmement important. C'est finalement un des rares biomarqueurs validés en hépatologie qui sert évidemment à apprécier la dureté hépatique. C'est devenu un outil de routine en hépatologie. Ça permet de réduire le nombre de biopsies d'à peu près la moitié. Et on fonctionne globalement, les hépatologues, avec des algorithmes qui tiennent en compte d'une part, la mesure de dureté hépatique, et puis souvent des biomarqueurs sériques. Et lorsqu'ils sont concordants, comme vous pouvez voir ici, finalement, lorsqu'il n'y a pas ou peu de fibrose, eh bien, on va s'arrêter là, il n'y a pas d'indication à la biopsie. Et de la même manière, quand on est tout au bout de la ligne et qu'il y a une fibrose avancée, une cirrhose, eh bien, on a suffisamment d'arguments pour ne pas faire de biopsie, et on a finalement réduit les biopsies, soit au cas discordant, bien sûr, soit à la zone grise où on ne sait pas très bien, et c'est encore aujourd'hui important de savoir si le patient est en dessous de F2 ou bien au-dessus de F2 pour le déclenchement du traitement. C'est un premier avantage indiscutable de l'élastographie en hépatologie. Il y en a un deuxième qui a été identifié un peu plus récemment. C'est une aide finalement à l'appréciation, à la sévérité de l'hypertension portale.
L'hypertension portale, la seule mesure aujourd'hui qui fait référence est une mesure invasive qui est le gradient qui est entre la pression porte et la pression veineuse hépatique. C'est compliqué, on va limiter à un certain nombre de patients, préopératoires, etc. Et donc, on est vraiment à la recherche d'outils non invasifs, mais fiables, pour apprécier l'hypertension portale. Et on sait bien qu'avec nos outils d'imagerie, on peut dire le patient n'a pas, ou bien on peut dire le patient a une hypertension portale, principalement en voyant des voies de dérivation, mais on ne peut pas la quantifier. Or, la quantification est importante car les complications sont directement liées à la sévérité. Et il ne faut pas oublier qu'un patient sur deux qui a une cirrhose eh bien, ne va pas mourir d'un carcinome hépatosphère, mais va mourir des complications de l'hypertension portale. Alors, c'est un algorithme qui a été proposé il y a peu de temps et qui fonctionne assez bien, qu'on est en train d'essayer de revalider. Si on applique la mesure d'élasticité hépatique, ici, le L, qui va vous donner des seuils au-dessus ou en dessous. Puis on applique après la mesure de l'élasticité splénique, qui est un très bon témoin de l'hypertension portale. On peut à ce moment-là savoir si l'hypertension portale est vraiment probable ou bien improbable en tenant compte de ces seuils. Donc ça, c'était pour faire un petit rappel pour expliquer l'importance de la mesure de dureté hépatique. Alors avec Toshiba, c'est une mesure classique, Sharewave. Donc on envoie un push ici qui va entraîner de part et d'autre de ce push des ondes qu'on appelle Sharewave en anglais et ondes de cisaillement en français. Et la beauté de l'histoire, c'est que la vitesse de déplacement de ces ondes en latéral est proportionnelle à la dureté d'un organe. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des tas d'autres applications que le foie, la thyroïde, le sein, etc., etc. Alors, quelles sont les particularités de l'élastographie Sharewave Toshiba? Donc, on va obtenir une carte, c'est très intéressant, ça va donner une organisation un petit peu régionale qu'on peut faire soit en one-shot ou bien on peut faire une séquence et puis choisir là où on est dans les meilleures conditions. Et il y a une autre chose que je trouve extrêmement appréciable qui est cette carte de propagation des ondes. Alors ne faites pas attention à la couleur parce que la couleur n'a pas d'information, mais ça va vous donner justement finalement comment les ondes se répartissent de droite à gauche. Et on sait que dans des zones artefactuelles comme ça, on va avoir une distorsion. Donc c'est un aide au placement et à mon avis un critère de qualité de la mesure. Alors, comme toute technique d'élastographie, nous allons avoir des données bien sûr quantitatives, continues, qui vont donner des degrés variables. Ici, un foie normal, et puis vous avez ce codage couleur qui est tout à fait utilisé maintenant par tous les constructeurs. Et plus on va vers le jaune et le rouge, plus le foie est dur, avec des valeurs qui sont ici de 4,2. Je vous rappelle que le foie est aux alentours ne doit pas dépasser 5 ou 5,5 kPa. Et puis on va augmenter. Ici, on est à 12, à 16, à 31. Bon. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la performance diagnostique de l'élastographie Sharewave Toshiba? Pourquoi c'est important? Parce que en fait, il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, la façon dont on envoie le push, la façon dont on recueille le signal, et même la sonde. Et donc, c'est pas parce qu'un constructeur a développé une méthode qu'un autre constructeur ayant une méthode à peu près similaire, eh bien, sera fiable. Et donc, on a utilisé, comme beaucoup, la référence du FibroScan, qui n'est pas la meilleure des références, mais qui est aujourd'hui l'outil qu'utilisent les hépatologues pour évaluer la dureté hépatique. Et vous voyez que vous pouvez différencier des patients qui n'ont pas ou peu de fibrose ici, des patients qui ont une fibrose modérée, et ça c'est un cut-off très important pour décider du traitement ou pas, des patients qui ont une fibrose avancée et des patients qui sont F4 et qui ont donc une cirrhose avec des valeurs qui sont très différentes. Et donc la question que nous nous sommes posée il y a un an, c'est savoir quelles étaient les performances de Sharewave élastographie comparé au FibroScan. On a donc inclus prospectivement dans 4 centres, un grand nombre de patients, et il faut un grand nombre de patients pour avoir une distribution avec une répartition très classique, puisque la plupart des patients avaient une hépatite C, quelques patients avaient une hépatite B, et puis les autres essentiellement un syndrome métabolique. Et le même jour, dans les mêmes conditions, nous avons réalisé le FibroScan et la mesure de la dureté hépatique avec le Sharewave Toshiba. Donc les résultats sont là, c'est parfaitement corrélé, on est content. C'est d'autant mieux corrélé que les valeurs sont petites, entre 5 et 15, ce qui est très intéressant parce que c'est là où on a nos seuils qui permettent de différencier les degrés de fibrose. Une petite sous-estimation quand on va dans les valeurs plus élevées qui n'est absolument pas basse, qui n'est absolument pas embêtante, entre 25 et 30, de toutes les manières, on sait qu'on a une cirrhose et un risque d'ailleurs de complications d'hypertension portale importante. Et si on regarde, bien évidemment, on peut stratifier
Et c'est significatif, l'absence ou pas de fibrose avec les différents stades. Comme toujours, ces méthodes pêchent par un petit inconvénient, mais que l'on rencontre avec toutes, c'est qu'il peut y avoir un overlap, donc il faut continuer quand même à travailler, mais on a déjà une notion très intéressante. Donc ça, c'est un résultat acquis. La mesure de Sharewave élastographie est tout à fait fiable. Mais il y a quelque chose derrière. Quand on parle de dureté, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés viscoélastiques des tissus dépendent de l'élasticité et de la viscosité. Et aujourd'hui, la viscosité, c'est un petit peu la personne ou l'élément oublié parce que difficile à mesurer en échographie. Alors, avec ce petit graphique, je voudrais expliquer. Ici, ce sont les fréquences qu'on émet. Ici, c'est la vitesse que l'on recueille, qui est, elle, proportionnelle à la dureté du tissu. Vous avez un élément avec zéro viscosité et une certaine élasticité. OK, c'est continu. On a un deuxième élément qui est avec une élasticité supérieure, toujours pas de viscosité. On a donc, c'est proportionnel, c'est ce qui nous permet de déterminer l'élasticité. Et puis maintenant, on introduit un élément avec un certain degré de viscosité, puis le même élément élastique, encore un peu plus visqueux. Et là, vous voyez que les courbes ne sont plus parallèles et qu'on a une pente. Et que cette pente, qui est là, eh bien, elle est fonction de la dispersion qu'on va être amené ou pouvoir mesurer et de la viscosité. Ainsi, si on connaît la dispersion, qu'on va calculer ici la dispersion en fréquence, eh bien, on n'a pas le paramètre direct, mais on a un lien indirect avec la viscosité. Et ça, c'est très intéressant parce que pour tous ceux qui s'intéressent à la dureté d'un organe, l'élasticité et la viscosité vont donner des informations et des informations très complémentaires. C'est illustré avec ces petits fantômes. On a à gauche un fantôme peu visqueux. Vous voyez que le doigt n'entraîne que très peu le fantôme qui se déplace ici de 5 mm. On a un fantôme qui ressemble au premier, mais au contraire, c'est le chewing-gum. On a donc 2 cm de fantôme qui part avec. Comment ça se traduit? Eh bien, si on ne regarde que la vitesse de déplacement des ondes, ici vous avez le fantôme A et le fantôme B, il n'y a pas de différence parce qu'ils ont la même élasticité. Par contre, vous êtes d'accord qu'ils n'ont pas la même viscosité. Donc si on regarde en carte de dispersion, on retrouve des valeurs qui sont très différentes dans le fantôme A et le fantôme B. Alors vous pourriez commencer à me dire, c'est un peu compliqué tout ça, revenons au foie et aux conséquences. Il y a ce qu'on sait, c'est que la dureté d'un organe est liée à la fibrose. C'est ça qui nous a permis tous ces travaux. On sait aussi que c'est complexe, qu'il y a un certain nombre de facteurs. Des facteurs qu'on peut maîtriser ou connaître, arrêter la respiration, faire les examens chez les patients à jeun. Ils ne sont probablement pas des facteurs si importants que ça. 2 facteurs très importants sont l'inflammation et la congestion, parce que justement, là, ils vont changer la viscosité du tissu. Alors, l'inflammation et le foie, qu'est-ce que c'est? L'inflammation et le foie, ça intervient dans beaucoup de maladies hépatiques. Ça, c'est une étude en IRM qui a montré que plus il y a de l'inflammation, plus on va modifier la dureté hépatique. Donc, c'est important de déterminer, d'un côté, si c'est possible, l'élasticité, et de l'autre côté, la viscosité. Quelles sont ces fameuses maladies qui donnent une inflammation du foie? Des maladies très fréquentes, les hépatites virales. Et vous savez que si on biopsie, on va regarder le fameux score Métavir, A et F, F pour la fibrose, A pour l'activité. Et chez les patients qui ont un syndrome métabolique, eh bien, on va regarder le degré de stéatose S, l'activité et la fibrose. Donc, connaître l'inflammation dans le foie par le biais de la viscosité et donc de la dispersion serait très intéressant. À la fin, je vais vous montrer des cas cliniques qui sont des cas préliminaires. Je ne sais pas encore si on va arriver à déterminer précisément ces paramètres par le biais de la dispersion, mais c'est une piste très intéressante. 3e sujet et dernier, l'atténuation des ultrasons. Là aussi, le FibroScan a été en fait un peu pionnier. Avec le FibroScan, qu'est-ce que vous pouvez observer? Eh bien, vous allez avoir la dureté, qui va vous donner la fibrose, donc l'ancêtre des méthodes qui sont maintenant que nous pouvons utiliser également avec les échographes. Et puis de l'autre côté, on mesure le degré d'atténuation des ultrasons dont on sait qu'il est lié à la graisse hépatique. C'est le fameux CAP, Control Attenuation Parameter, qui donne donc une idée de la stéatose. Qu'est-ce qu'on sait déjà basé sur le CAP que l'on peut obtenir avec le FibroScan? Eh bien, il y a des valeurs, et en particulier une valeur seuil, qui permet la détection de stéatose supérieure à 10%,
avec une sensibilité très élevée. Et ça, ce ne sont pas des petites études monocentriques, etc. Il y a des travaux considérables. La plus importante, quand même, 5300 patients, c'est du lourd, avec un taux d'échec très faible. Là-dessus, bon, il y avait beaucoup moins de patients qui avaient une biopsie hépatique, mais quand même, vous voyez des aires sous la courbe qui sont très élevées. Donc, on voit là qu'il y a une piste vraiment intéressante pour diagnostiquer de façon non invasive et simple, parce que c'est dans le cadre d'une échographie multiparamétrique, le degré de stéatose. Alors, est-ce qu'on peut faire ces mesures d'atténuation avec la Plio? La réponse est oui. Donc là, on a une carte d'atténuation et vous pouvez balader cette région d'intérêt dans différentes partie de la carte. Et je reviendrai là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une mesure, qui est la mesure d'atténuation, et on a aussi une corrélation interimage, et à l'intérieur de la carte, qui est très probablement indicateur d'un indice de qualité, dont il faut se servir avec un codage couleur qui varie au fur et à mesure de la qualité. Alors, je voudrais terminer par des cas cliniques. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous présenter de grandes séries, 200 patients en disant voilà la corrélation, mais je trouve qu'il y a des pistes extrêmement intéressantes. Donc j'ai choisi 5 observations. Tous ces patients-là ont été biopsiés le même jour de l'acquisition avec l'échographe, et nous avons réalisé une mesure d'élastographie permettant d'avoir ici la carte de la dureté, les ondes de propagation qui montrent qu'elles se propagent de façon tout à fait normale, et la carte de dispersion. Ici, la mesure d'atténuation, je vous les présenterai toujours comme ça. Et à droite, ce que nous dit la biopsie. Alors la biopsie nous dit, ce patient a un foie tout à fait normal. Il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas d'inflammation, l'activité est à 0, et S pour stéatose, il n'y a pas de stéatose. Et effectivement, on contrôle. Vous avez un foie, quand il est tout bleu et très homogène, pas d'inquiétude à se poser, le foie est tout à fait normal. Vous avez des valeurs donc, de dureté hépatique qui sont tout à fait normales. La dispersion, dont on ne connaît pas très bien les valeurs aujourd'hui, donc je note qu'ici, chez ce patient-là, elle est à 2,1, et l'atténuation, voilà, à 0,61. Deuxième patient, alors lui, on va tout de suite regarder ce qu'a donné la biopsie hépatique. Il n'a pas de fibrose, il n'a pas d'inflammation, par contre, il a pas mal de stéatose, et on peut s'en douter, quand on regarde bien sûr l'imagerie en mode B. Et là, on revient à notre carte, donc en haut à gauche, la dureté. Ici, la propagation, pour bien les cartes de propagation, pour bien poser le ROI à l'intérieur de la boîte. Éviter les artefacts habituels. Vous savez, il faut toujours placer la boîte un peu en dessous de la capsule, sinon on a des artefacts de dureté qui viennent dans les premiers centimètres. Bien sûr, c'est les techniques d'élasto tout à fait classiques, à droite, par voie intercostale, en maintenant avec une respiration non pas augmentée, mais une respiration juste stoppée. Et on a la carte de dispersion. Là, je note que la dispersion reste faible, l'élasto est normal. Par contre, vous voyez une augmentation du coefficient d'atténuation qui donc indique cette stéatose. Troisième patient, encore un patient simple, puisqu'il n'y a qu'un paramètre qui bouge. Ben lui, c'est clair, si on regarde en anatomopathologie, il est F4, ça veut dire qu'il a une cirrhose. Donc on s'attend à une carte d'élasticité augmentée, et tout de suite, et c'est très pratique, le codage couleur qui vous montre qu'on n'est plus dans le foie bleu et homogène. Au fur et à mesure que la fibrose augmente dans le foie, c'est assez intéressant car les cartes deviennent hétérogènes. Et c'est d'ailleurs un indicateur, ce qui pose des problèmes. Est-ce qu'on va tenir compte de la zone la plus dure, de l'ensemble, etc., etc. Mais ça vous donne vraiment une indication, et ça montre que les anatomopathologistes connaissent depuis longtemps, c'est que le dépôt de fibrose à l'intérieur du foie n'est pas homogène. On a toujours une bonne propagation. On regarde, 22, on est nettement au-delà du seuil de cirrhose. Et puis la dispersion qui montre que la dispersion a augmenté, parce qu'il y a probablement un petit effet aussi de la fibrose. Par contre, on est dans les courbes d'atténuation qui restent probablement normales. Maintenant, quatrième patient, avant-dernier. Alors là, c'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire que c'est compliqué. Il a une maladie du foie, mais il a une fibrose extensive, ce n'est pas une cirrhose, il est F3. Il a de l'inflammation en anatomopathologie, et puis il a un petit peu de stéatose. Alors, est-ce qu'on est capable de démontrer tout ça avec l'imagerie échographique multiparamétrique? Oui, je pense qu'il y a des pistes. Bien sûr, la dureté hépatique a augmenté, est intermédiaire. Vous voyez la carte qui devient un petit peu plus hétérogène. On est à 7,4, donc au-delà d'un foie normal. La dispersion a également augmenté par rapport aux valeurs de tout à l'heure. Il y a un petit peu d'inflammation. Et l'atténuation est un petit peu augmentée par rapport à la normale aussi. Donc, comme je vous ai expliqué les artefacts qu'on pouvait voir dans les cartes d'élastographie,
On peut aussi voir des artefacts si on place la boîte d'atténuation trop sous la capsule du foie. Donc on a intérêt vraiment à déplacer la région d'intérêt ici. On voit d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une variation importante et il ne faut pas tenir compte des artefacts sous la capsule. Enfin, le 5e patient, c'est aussi un patient complexe parce que si on regarde sa biopsie hépatique, il a une fibrose extensive, mais il n'est pas au stade de cirrhose. Il a de l'inflammation et lui a beaucoup de stéatose. Le 70%, vous le savez, ce n'est pas une mesure quantitative, ça montre juste qu'il y a 70% des cellules du foie, des hépatocytes, qui contiennent de la graisse dedans. Aujourd'hui, on préfère une méthode beaucoup plus fiable, qui a été montrée comme une méthode plus fiable, qui est l'IRM, avec les séquences de quantification, quantification graisse, quantification fer. Vous voyez que cette fameuse PDFF, qui veut dire la fraction de graisse quand on fait une séquence en densité de protons, qui est 26%, et qui, elle, traduit vraiment la concentration ou la proportion de graisse à l'intérieur du foie. Donc, un foie très stéatosique. Alors que nous donnent les valeurs en imagerie échographique multiparamétrique, on va voir une carte qui montre une élasticité un petit peu augmentée, une dispersion un petit peu augmentée, et il y a effectivement de l'inflammation, et une atténuation à 0,91, c'est-à-dire extrêmement augmentée, qui est bien le témoin d'une stéatose marquée. Et puis, dans cette série très préliminaire, on a tout de suite voulu regarder, alors, ce paramètre d'atténuation, est-ce que ça a un sens pour différencier pas de stéatose versus stéatose, c'est-à-dire ici, S0, il n'y en a pas, versus tout le reste, et vous voyez que, évidemment, il y a toujours un petit chevauchement, mais les boîtes sont vraiment très séparées, c'est très significatif. Ou bien, pas ou peu de stéatose versus beaucoup de stéatose, c'est préliminaire. Mais d'emblée, quand on a des résultats comme ça chez 50 patients, c'est extrêmement prometteur et on attend d'avoir un peu plus de patients inclus pour pouvoir donner vraiment une vraie performance diagnostique. Mais on a vraiment un témoin quantitatif de stéatose qui est important. Vous pourriez me dire, ça sert à quoi? Parce que les hépatologues, aujourd'hui, ils ont envie de savoir, il y a ou il n'y a pas. Mais demain, quand il y aura les traitements du syndrome métabolique, eh bien, ce ne sera pas il y a ou il n'y a pas. C'est le traitement est efficace et on est passé de X% à X%. Et donc, je suis absolument persuadée que ça deviendra un biomarqueur important pour le suivi. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'échographie devient de plus en plus multimodale et quantitative. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle l'imagerie noir et blanc, surtout pas. On commence par ça, mais on peut acquérir plus d'outils. Les nouveaux modes Doppler augmentent la sensibilité de détection des flux. L'élastographie Shawave est d'utilisation très aisée et très bien corrélée au fibroscan. Donc vraiment, c'est reproductible. On peut s'en servir aujourd'hui. La dispersion, là, c'est plus un petit peu le work in progress, pourrait donner des informations relatives à la viscosité des tissus et donc dans le foie liées à l'inflammation. Attention, piste très intéressante à confirmer. Et l'atténuation des ultrasons permet de quantifier la stéatose. Merci beaucoup.